Alexandre Pantoja a défendu sa ceinture des flyweight avec succès lors du main event de l'UFC 310. Qu'est-ce qu'on en pense de ce combat, Hypno? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que le champion a été en danger? Est-ce que Kaya Square nous a offert une performance de ce nom pour sa première? Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Hypno? Alors déjà pour un premier combat déjà à l'UFC on le rappelle, affronter comme ça un champion surtout Pantoja qui en ce moment est dans une forme quand même assez impressionnante. Je trouve que au premier round ça a quand même été dangereux pour Pantoja même si bon clairement on l'a vu à partir du deuxième hein, Pantoja toujours aussi complet performant il s'arrête pas mais du coup ouais j'ai bien aimé Asakura et j'ai hâte de voir ce que ça donne. En réalité, moi j'ai vu quand même un combat assez. Enfin, il y avait une grosse différence de niveau. C'est-à-dire que Asakura ne démérite pas du tout, je pense, dans le sens où je pense qu'il peut se faire un vrai nom dans la catégorie. Mais en fait, actuellement, Pantoja est tellement au-dessus de tout le monde dans la catégorie qu'il est aussi clairement au-dessus de Pantoja, de Kayaskura, et ça s'est vu. Euh, voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire là, mais comme vous pouvez le voir, monsieur, sa caméra a bugué. Du Ouais, coup, petit problème de caméra. il est possible, je ne sais pas si ce sera que pendant ce podcast ou si durant les prochaines qui arrivent, mais tant qu'on a encore ce petit problème de caméra, vous aurez cette magnifique image de Charles Oliveira qui parlera pour Hypno. Je pense pas que ça le dérange lui en fait, mais bon. Mais du coup, ouais, moi je trouve quand même que Kaya Squaw c'est assez prometteur. Je pense qu'il peut faire Ouais. de vrais beaux trucs dans la catégorie. J'aime bien son style de combat. Maintenant, ouais, comme je dis, il y a une vraie différence de niveau par rapport à Pentoja. Et d'ailleurs, j'ai noté durant tout le combat. Hein, bon, ça va, ça a été que 2 rounds. Mais j'ai noté pour moi, Pentoja prend de loin le premier round. C'est un 19, mais un vrai 19, c'est-à-dire que toutes les offensives de Asakura, Pentoja les a toutes contrées, les a toutes défendues. Il en a pris deux trois, mais il les a toutes rendues, toutes celles qu'il a pris. Euh, Kayaskora n'a tenté aucune amenée au sol. Les seuls clinch, le seul clinch même qu'il a eu durant tout premier round, c'est une amenée au sol de Pentoja qu'il arrive à contrer, mais c'est lui-même qui sort du clinch. C'est même pas Pentoja qui essaye de s'en sortir. Et Mm. quand il sort du clinch, Pentoja le met au sol. Donc, ou alors ça c'est le deuxième round. Peut-être je me trompe. Non, ça c'est le deuxième round ça. Mais dans le premier round, ouais, c'est clairement en faveur de Pentoja. D'ailleurs, j'ai noté à peu près tout ce qui se passe. Du coup, je vais un peu vous faire la dictée de ce premier round. Du coup, j'ai noté que Pentoja commence le combat en mettant une pression et prend le contrôle de la cage. Et ça, j'ai remarqué, il a fait la même au début du deuxième round. Pentoja, c'était son game plan, c'était de mettre la pression sur Asakura avec son 1-2 et tenter direct le takedown. Avec son 1-2, il fait reculer Kaya Sakura pour qu'il se rapproche de la cage. Et à chaque fois que Kaya Sakura est proche de la cage, Pentoja a tout le temps tenté le takedown. C'est ce que j'ai noté. Je pense clairement que c'était le game plan de, de Pentoja de prendre le contrôle de la cage et de mettre la pression sur Kaya Sakura pour tenter le takedown parce qu'on le sait, on le savait même avant que le sol c'était pas le point fort de Kaya Sakura. Je pense que Pentoja le savait très bien qu'il était au-dessus de lui au sol, c'est plus debout où il fallait voir, mais même debout je trouve que Pentoja était au-dessus de Kaya Sakura. J'ai noté ensuite il tente le takedown, Kaya Sakura le voit et lui donne une flying knee, donc c'est ce qui s'est passé au tout début du combat quand il tente le takedown et boum, il se prend le genou. On se dit ah peut-être que ok, mais non, Pantoja se l'est bien pris, mais il se Ouais, laisse c'était pas faire. pas c'était pas vraiment le genou hein, que j'ai vu, c'est plus pris la cuisse. Il Mais s'est plus heureusement pour pris lui la d'ailleurs, cuisse. En parce fait, que c'est plus la cuisse dans le visage et le genou au-dessus ouais. des pecs, sur le haut des pecs qui s'est pris. Mais heureusement parce que franchement ça aurait pu faire mal. Ouais, clairement. Là, par contre, je pense que c'était au menton, c'était KO. Mais Pentoja l'a bien pris, il a bien encaissé. J'ai dit, il se laisse pas faire et il agrippe son challenger par le dos contre la cage, mais Asakura s'en sort avec facilité. Il s'en sort assez facilement de ce premier contrôle de Pentoja. Ensuite, j'ai mis que Pentoja continue de lui mettre la pression avec son 1-2 takedown, littéralement, direct après en fait. Dès que Kaya Sakura s'en sort, qui sont l'un en face de l'autre, Alexandre Pentoja tente direct le 1-2 takedown. Donc on voit littéralement que c'est son game plan. Il arrive à l'amener au sol grâce à une gauche qui touche très bien à Sakura. Le challenger arrive à retourner le champion et le maîtrise en clinch. Mais Pentoja arrive à s'en sortir, donc c'est plus Kaya Sakura qui se sort du clinch et il l'emmène directement au sol. Lors des échanges debout, Pentoja arrive à bloquer plusieurs frappes et celles qu'il prend, il les redonne directement. Donc c'est pour ça que je dis que pour moi, Pentoja n'a jamais été réellement mis en danger lors de ce premier round, même debout. Finalement, le plus gros danger, ça a été ce flying knee dans les 10 premières secondes.
Mais même debout, il a tenté aussi des coups de genoux dès qu'ils étaient pas en clinch, mais presque, dès que c'était vraiment la guerre, qu'ils étaient l'un presque collé à l'autre à se taper. J'ai remarqué que KS tentait les genoux, mais à chaque fois que Pentoja lui donnait. Lui redonnait. Chaque fois il les défendait les genoux. Il s'est pris aucun réel genou, Pentoja. Il s'en est pris un, je crois, à un moment, Ouais, mais si, si, dans le corps. dans le corps. Mais il a très bien encaissé. Et Ouais. ça l'a jamais réellement mis en danger. J'ai marqué aussi que Asakura a du mal à toucher réellement le champion. Pentoja lui contrôle tout le temps la cage et ne recule jamais. Ça c'est aussi un truc. Pentoja ne recule jamais durant tout le combat. Il avance tout le temps sur Kaya Sakura, ce qui montre que c'était son game plan de mettre la pression sur Asakura et de prendre le contrôle de la cage pour faire reculer à chaque fois Asakura. Vous regardez le combat, à chaque fois on a Pentoja qui avance et Asakura qui recule. Et dès que son adversaire se rapproche de la cage, il tente automatiquement le takedown, c'est ce que j'ai mis. Et sur la fin du round, Pendoja tente à plusieurs reprises des body kicks, toujours avec sa jambe droite, donc sa jambe arrière. Il tente très souvent euh, des body kicks, donc des coups de pied classiques au corps, avec sa jambe arrière, donc sa jambe droite, et il touche presque tous. Franchement, je crois qu'il en a tenté au moins 4-5, et sur les 4-5, il y en a au moins 4 qui Faudrait touchent voir les bien stats, mais ouais. et je crois que ça aussi ça faisait partie de son game plan, je pense, les body kicks, parce qu'il en tente quand même pas mal. Et peut-être qu'il voulait le blesser au corps pour qu'à un moment Kaya Sakura essaye de se protéger un peu plus du corps, que ça ouvre, que ça puisse ouvrir pour un takedown pour Pentoja de l'autre côté. Et après c'était la fin du round, donc c'est pour ça que moi je dis que Pentoja a largement pris le premier round 19. Euh, alors j'aime vraiment bien par contre le style de Asakura debout. Mais pour moi, Ah, il y a eu aucun débat, hein. Pentoja a clairement pris le premier round. Et sur le deuxième round, ça n'a pas été compliqué, ça a été assez rapide. Pentoja remet la pression, pareil, une, deux takedowns dans les 5 premières secondes du deuxième round, pour tout de suite reprendre le contrôle. Il le lâche pas, dès qu'il a le dos. Il a pris le dos contre la cage, il hmm. l'a mis contre la cage, il a direct pris le dos, il fait le serpent autour de lui, j'ai pas compris. Ouais, il est monté dessus. Euh, Ouais. ouais, il lui a monté dessus, il a pris le dos, dès qu'il a pris le dos, il l'a jamais lâché, il l'a emmené au sol et il a réussi à l'étrangler. Et il a gagné ce combat grâce à cet étranglement arrière, Pentoja. Donc on a eu un combat. Moi je m'attendais pas à une telle différence de niveau, à vrai dire. Hmm. C'est-à-dire que je pensais, moi j'étais persuadé qu'on allait aller sur une décision de Pentoja. J'étais à peu près sûr de la victoire de Pentoja, hein. Je voyais beaucoup de gens qui mettaient Kayaskura victoire même par KO. Non, pour moi Pentoja est beaucoup trop solide et il est beaucoup trop résilient pour abandonner, que ce soit sur un KO ou sur une soumission. Donc c'est pour ça que moi je voyais totalement Kaya Sakura perdre ce combat. Maintenant, ouais, je pensais que ça allait à la décision. Mais non. Pentoja a montré que il y avait une classe d'écart entre lui et tout le reste de la catégorie. Et même là, c'est la stat qui fait fureur en ce moment. Euh, Pentoja a 9 victoires sur le top 10. Ça, c'est fou, ça. C'est pas sur 9 combattants, mais 9 victoires. C'est-à-dire qu'il en a 3 face à Moreno, 2 face à Royval, une face à Alex Perez, une face à Herseg et 2 autres. Une Kaikara France, je sais plus Ouais, si la France. capé. Manel Capé, ouais. Et la neuvième, euh, je sais pas pourquoi j'ai un Kaikara France en tête. Je sais plus. Match nul. Match nul. Mais dans le top 10 match nul. Bah non, du coup, bah, je crois qu'il n'y en a pas, il y en a pas autant alors. Je sais pas. Mais bah non, du coup, son combat contre Kaikara France, j'ai imaginé alors. Mais ouais, il a des. En fait, le problème, c'est qu'on voit les deux prendre la KT, c'est Brandon Rival et Brandon Moreno, ceux qu'il a battu le plus de fois. Euh, Et c'est les deux qui sont plus légitimes à avoir un title shot. C'est-à-dire que Brandon Rival, c'est sûrement le prochain challenger. Et Moreno sera sûrement celui d'après. Parce que d'un côté, on a Brandon Rival qui a maîtrisé Tatsuro Taira, qu'il a dominé durant le combat. Enfin, il a 3 rounds à 2, mais debout, il n'y avait aucun débat. Et de l'autre côté, on a Brandon Moreno qui nous a fait une masterclass complète face à Amir Albazi, qui est numéro 3 de la KT. Donc c'est pour dire déjà, il y a un grand écart entre le deuxième et le troisième, mais il y a aussi un grand écart entre le premier et le champion. Tu vois, j'ai un peu l'impression de voir, dire, de voir les flyweight, en fait, les lightweight, où t'as un écart entre Islam et tout le monde, et en même temps, t'as l'impression que Arman et Oliveira sont au-dessus de tout le monde dans la catégorie. Ouais. T'as l'impression que ceux qui sont juste derrière Dustin Poirier et Justin Gaethje peuvent rien contre eux. Alors après face à Arman je sais pas, mais on sait que face à Oliveira ils y arrivent pas, Justin Gaethje et, et Dustin Poirier. Et face à Islam c'est juste de la
confiture pour lui. Donc voilà. Ouais. Donc j'ai un peu l'impression, on a un peu ce parallèle là. Le seul différence près, c'est que Islam n'a pas battu non plus tout le monde dans le top 10. Il a battu Dustin Poirier, il a battu Charles Oliveira. Il a pas non plus battu tout le monde. Il a battu Arman Saroukian du coup, mais il va le recombattre là, donc on va voir ça. Mais c'est vrai que là, dans la catégorie des flyweight, pour Pantoja, ça a l'air d'être assez dessiné. Pour moi, c'est soit une nouvelle défense face à Brandon Royval, soit une montée en bantamweight. Il l'a dit. C'était déjà le plan, je crois, de base. Si Sean O'Malley défendait avec succès sa ceinture lors de l'UFC 306 face à Merab, le main event de l'UFC 310 de base aurait dû être Sean O'Malley contre Alexandre Pantoja pour la ceinture des bantamweight. Sauf que bah, du coup, on sait que Sean O'Malley a perdu ce combat. Ça aurait été très intéressant. Mais c'est vrai que du coup, maintenant, j'ai envie de voir Pantoja en bantamweight, moi. Je pense qu'il peut largement monter, je peux largement changer de catégorie, hein. Bah, c'est surtout qu'aujourd'hui, il est en 29-5. Que l'une de ses seules défaites, c'est quelqu'un qui était en flyweight, qui est monté en bantamweight, c'est Davison Figueiredo, qui avait quand même Ouais. bien maîtrisé Pantoja. J'ai envie de voir cette revanche. Avec le Pantoja d'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de voir la revanche d'Eveson Figueiredo Pantoja, moi. Et je pense clairement qu'il peut aller chercher cette deuxième ceinture. Clairement. Quand on voit le niveau en bantamweight, alors aujourd'hui il y a Oumar contre Merab le mois prochain, mais pour moi il peut le faire. Pour moi, il est clairement dans la case des Davison Figueiredo et Petrorian. C'est-à-dire, il est extrêmement complet, Pantoja. Il est très bon partout. Mais je sais pas, je sens il a ce petit truc en plus de Yann et Figueiredo. Alors, c'est à voir. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est meilleur que Figueiredo. Maintenant, après ce que Figueiredo a fait contre Yann, Yann était quand même bien au-dessus de Figueiredo. Donc, j'aimerais beaucoup voir le combat Petrorian contre Alexandre Pantoja, moi. Pour ce qui est de Kaya Sakura, bon, je pense qu'il mérite clairement un top 15. Niveau de la... Il n'y a pas encore les classements et ma caméra aussi, il y a clairement pas le flou, il y a clairement un flou. Il n'y a pas encore eu les classements mis à jour, malgré le fait qu'on soit lundi, que normalement c'est tous les lundis où les classements sont mis à jour. On verra peut-être dans la soirée. Mais ouais, à Sakura, je sais pas. Je pense à top 15, peut-être en vrai un petit top 10, je pense. Entre 15e et 5e place, je pense, ils vont lui donner le prochain combat. Peut-être un Steve Erseg. Il sort d'une défaite, grosse défaite face à Kai Kara France. Putain, c'est vrai, Kai Kara Ah, France. de toute Lui, façon, ils vont pas le remettre contre quelqu'un qui enchaîne les victoires, je pense. je viens de penser, mais Kai Kara France lui aussi mérite son title shot, hein. Ouah, on va faire une vidéo de la KT, des flyweight. Là pour l'instant, Kai Kara France, c'est pas le Ouais. sujet. Amir Abazi non plus. Mais ouais, quand je vois le bas de la KT, ouais, je verrais bien un petit. Je regarde ça vite fait, mais ouais, peut-être un petit Steve Ersek qui est sur une grosse défaite et qui a besoin de se relancer. Je pense qu'Aya Sakura, ça pourrait être pas mal. Peut-être un Manel Cap aussi, qui avait perdu. Peut-être un Alex Perez. Je pense que Tatsuro Taira, lui, faut qu'il garde quelqu'un. Peut-être un Team Elliott pour être sûr de se classer. Ouais. Ouais, je verrais bien un Team Elliott Kaya Sakura et pourquoi pas après, bon, Tatsuro Taira, on verra plus tard. Mais ouais, je verrais entre la 12e et la 6e place pour un prochain adversaire pour Kaya Sakura. Après qui, je sais pas. Je pense déjà il va clairement intégrer le top 15, hein. Je pense que j'ai du mal à le voir, Affronter mal à le voir en dehors. Ouais, non, il va clairement avoir un top 15. Maintenant, après, il n'y a pas trop de dégâts. Même Pantoja, en fait, il n'y a même aucun dégât pour Pantoja presque. Donc, ils peuvent revenir très vite. Je pense qu'on va avoir très vite la revanche Royval-Pantoja. Et dès que Pantoja aura battu Royval, je pense on va avoir Pantoja en Bantam. Ou alors, ou alors, Bantam, on sait que là, il y a le titre. On sait qu'en avril, mai, il y a le retour de Sean O'Malley. Que Sean O'Malley va affronter le gagnant de Merab contre Oumar. Ouais. Donc ça, ce serait avril-mai. Donc là, on aurait la défense de titre de Pantoja face à Royval. Et du coup, en fin d'année, donc deuxième partie d'année, on aurait le gagnant de O'Malley face à Oumar ou Merab contre Pantoja pour la double ceinture. Si évidemment Pantoja bat Royval, mais bon, je pense pas que Royval le battra, hein, honnête. En vrai, je pense que ça se fait comme scénario en 2025. Par contre, ça voudrait dire que Pantoja aurait 3 victoires sur Moreno, 3 victoires sur Rival, c'est-à-dire qu'il aurait 3 victoires sur le premier et le deuxième de la KT. Est-ce que c'est du déjà vu ça? Je crois pas, hein. Non. Premier de la KT, deuxième de la KT, il les a tous les deux battus 3 fois. C'est littéralement dire, il n'y a plus personne pour lui. Le seul où on s'est dit pourquoi pas, c'était Ouais. Mohamed Mokaef. Maintenant,
Moi, j'ai jamais cru à Mohamed Mokaev champion. Mais c'est vrai que le combat Mohamed Mokaev contre Alexandre Pantoja aurait pu être intéressant. Mais bon, je pense que ça aurait été juste une défense de plus pour Pantoja, pour être honnête, hein. Mais je trouve ça fou que Pantoja il ait autant lavé la KT, mais que bah, il ait que 3 défenses de titre finalement. Qu'il ait pris autant de temps à avoir son title shot face à Moreno, tu vois. Je trouve ça bizarre. Parce que même sa défaite face à Figueiredo, c'était pas un title shot. Ouais, parce que c'était. Il était quatrième de la KT. Et Figueiredo était troisième, je crois. Et si je dis pas de conneries, après Demetrius Johnson, Henry Cerudo, après Henry Cerudo, c'était qui le champion? C'était Moreno ou Figueiredo? C'était Figueiredo, puis Moreno, puis Figueiredo, puis Moreno, puis Pantoja. Voilà. Après, je sais que Pantoja a call out Johnson, Demetrius Johnson, DG. Et mais qui a refusé. Ouais, bon, ça Donc, m'étonne pas et j'aimerais beaucoup voir ce combat, mais je pense que si ce combat arrivera, bon, vous il a dit verrez. qu'il pouvait pas sortir de la retraite, donc je pense que Ah c'est non, mort. pour moi ça n'arrivera jamais. Mais si dans un monde où ce combat arrive, je mettrais Pantoja gagnant. Bon, honnêtement. Parce que je pense que l'âge de Demetrius Johnson commencerait à jouer quand même. 38 ans, pour un Mm. flyweight, ça commence à faire beaucoup. Même si on sait que Demetrius Johnson n'a pas le corps d'un mec de 38 ans. Clairement pas. Il est beaucoup plus athlétique et beaucoup plus en forme qu'un mec de 38 ans, même en flyweight. Donc à voir. Mais du coup, voilà, c'est tout. Je pense, à moins que toi, t'aies d'autres choses à dire sur ce combat. Non, on a bien résumé. Ouais. Bah écoutez, nous on se retrouve dans quelques jours pour le débrief du combat entre Yann Gary et Shavkat Rakhmonov. On vous invite à nous suivre sur tous les réseaux où c'est Cage Spirit MMA. De toute façon, vous pouvez le voir juste ici, c'est sur tous les réseaux Cage Spirit MMA. Et aussi nous rejoindre sur notre serveur Discord qu'on a ouvert le jour même de l'UFC 310. On vous remercie énormément ceux qui viennent depuis le serveur Discord, car tout simplement on avait 1500 membres en une seule soirée. C'est une dinguerie monumentale. On vous C'est remercie extraordinaire. énormément pour cette soirée. Et on continuera ces soirées où on regarde tous ensemble l'événement. D'ailleurs, ce week-end, il y a un événement aussi. Il y a l'UFC Fight Night Buckley contre Covington. On fera la même chose. Par contre, on regardera pas tout l'événement. On regardera que les combats principaux. Donc, on Ouais. verra les horaires. Mais pour ceux qui voudraient rejoindre le serveur Discord, on fait des événements exprès pour voilà pour ça pour le serveur Discord. On regarde les événements ensemble. Euh, on recrute aussi pour toutes les équipes, que ce soit TikTok, que ce soit même les news. Voilà, parce que pour ceux qui ne savent pas, à l'heure d'aujourd'hui, Cage Spirit, on est sur tous les réseaux, on est très actifs, mais on est que tous les deux avec Hypno. Euh, et d'ailleurs, je tiens à remercier Hypno parce qu'il fait un travail monstre sur les news. Euh, il poste en moyenne 10 à 15 news par jour. Peut-être, j'en sais rien, mais il en Ah, peut-être poste pas autant quand même, mais pas mal. Ouais. peut-être pas autant, mais ouais, il en poste quand même beaucoup. Donc je le remercie énormément pour ça. Moi, de mon côté, je suis celui qui m'occupe principalement des podcasts, tout ça. Donc voilà, on s'est mis un peu la tâche l'un l'autre. Et TikTok, on fait à deux. Mais c'est vrai que ouais, si on peut être plus pour pouvoir vous permettre, enfin pour pouvoir proposer plus de choses aussi, comme des Ouais. concepts inédits pour TikTok, par exemple. Je pense à plein de concepts qu'on pourrait faire, comme des mini-jeux ou autres en rapport avec le MMA évidemment. Mais voilà, en tout cas, merci en tout cas de nous suivre. C'était Wes, c'était Hypno.